Ça demande énormément d'endurance, de persévérance et de résilience, l'entrepreneuriat. C'est les montagnes russes, mais moi, c'est ce que j'aime. Nouvel épisode de Charbon Podcast aujourd'hui, toujours en direct de Strasbourg. Je rappelle que cette saison 4 est en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à nous accompagner. Aujourd'hui, on va parler durabilité, on va parler engagement sociétal, éco-responsabilité. Pour m'accompagner et vous présenter tout ça, je reçois Pauline Weinmann qui est fondatrice de Alternative Innovation, qui va nous présenter son projet, son parcours et qui va nous raconter un petit peu l'engagement dont elle fait preuve au quotidien. Salut Pauline, comment tu vas ? Très bien, écoute, parfait. Je suis contente ravi de d'être t'avoir là. avec nous également. Tu vas nous parler de ton projet. On commence toujours avec le CV de l'invité. Si tu veux bien, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu ton parcours, nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, alors, je viens d'une école de commerce, ça c'est mon background scolaire. Et puis ensuite, un peu touche à tout, plutôt dans le commercial. J'ai commencé dans les photocopieurs, donc les fameuses écoles de vente. Et puis, au bout de 2 ans, je tournais toujours un peu en rond, je passais par l'emailing, j'ai même vendu des appartements, j'ai vendu aussi des vêtements. C'est là où je me suis quand même, j'ai pris conscience de la pollution générée par cette industrie. Et puis, à un moment donné, j'ai rejoint une amie qui avait une start-up dans le food. Et là, ça a été un peu un coup de cœur. Je me suis dit, OK, Pauline, je crois qu'en fait, tu as trouvé ta voie. Ce qui te plaît, c'est de partir de la page blanche, de tout monter, de tout faire, touche à tout, un peu couteau suisse. Et j'ai attendu finalement le bon moment, de rencontrer la bonne personne, parce que je voulais pas me lancer seule à l'époque. Et quand j'ai rencontré ma future associée, on a monté une première structure qui s'appelait Poétique. On a fait un e-commerce de vêtements. Et voilà, et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de l'entrepreneuriat. Et ça fait 7 ans maintenant que j'ai un coup de foudre pour ce métier-là et que finalement, je m'éclate là-dedans, quoi. Voilà. Et puis ensuite, après l'e-commerce, effectivement, j'ai switché sur Alternative Innovation. Et aujourd'hui, on développe un matériau pour remplacer tout ce qui est pétrosourcé, donc polyuréthane et PVC, dans l'industrie du cuir et des textiles enduits. Merci Pauline pour les infos. Est-ce que tu peux nous pitcher concrètement Alternative Innovation ? Qu'est-ce que c'est ? Alors oui, Alternative Innovation, donc c'est une biorésine végétale pour remplacer donc les plastiques pétrosourcés et les caractéristiques technique de ce matériau donc, qui est breveté. Donc, c'est qu'il est biosourcé, il est issu de coproduits agricoles, il est made in France, il est 100% recyclable et il est personnalisable. Et la partie recyclable chez nous, elle est très importante dans le sens où aujourd'hui, on est une des seules solutions sur le marché où cette solution de recyclage, elle est viable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de recycler à 100% par exemple les chutes de production de nos clients. Donc on récupère les chutes et on est capable de récupérer chaque élément de notre composition pour refaire une biorésine à l'infini. Voilà. Donc on est vraiment dans une démarche éco-responsable à 100%. Voilà, et l'idée, c'est de commencer à commercialiser cette biorésine sous forme de catalogue de textiles enduits verts, donc pour les marchés que j'évoque comme l'ameublement, la maroquinerie, etc., l'automobile. Mais cette biorésine, elle est malléable, donc on peut aussi en faire du fil, on peut la pulvériser, on peut faire des coatings, juste ce qu'on appelle les plastifiants, en fait, au-dessus des matériaux. Enfin, voilà, on peut en faire plein de choses, donc il y aura d'autres marchés qui vont déboucher pour Alternative Innovation par la suite. D'accord, donc vous allez apporter une solution dans la production des vêtements pour les rendre un peu plus durables, un peu plus éco-responsables. C'est ça votre idée principale ? Comment tu le pitches ou comment tu le racontes ton histoire ? Alors en fait, Alternative Innovation, c'est un matériau. Donc on remplace le plastique pétrosourcé, souple. Donc notre innovation, c'est un brevet. On a développé donc un matériau donc qui est un polymère. Donc c'est un mot peut-être un peu compliqué, mais en gros c'est une résine à mémoire de forme que l'on peut travailler pour remplacer les polyuréthanes qui sont présents aujourd'hui dans l'industrie du cuir et des textiles enduits. Donc c'est pas que la mode, puisque finalement les textiles enduits on en trouve un peu de partout. Donc effectivement dans la maroquinerie, la chaussure, mais également l'ameublement, par exemple des canapés. Ou même dans tout ce qui est mobilité comme l'automobile, puisqu'on a beaucoup de sièges de voiture aujourd'hui qui sont faits en textile enduit. D'accord. Aujourd'hui, la société a quel âge, tu m'as dit ? Elle a un peu plus de 2 ans. Donc okay. Ça fait 2 ans qu'on s'est lancé dans cette belle aventure. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on travaille sur le brevet. Donc l'aventure, elle a commencé en amont, mais ça fait 2 ans que la société existe.
qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans cet univers? Tu m'as parlé de tes différentes aventures en début de carrière sur la vente. Donc, bon, j'imagine que le pitch, c'est plus trop un problème pour toi. Tu sais vendre ton projet, mais qu'est-ce qui t'a motivé à aller là-dedans? Est-ce qu'il y a une expérience ou un moment donné où tu te dis, OK, tu m'as dit que tu avais pris conscience de la pollution liée à l'industrie du textile. Mais à partir de quand on se dit, OK, j'ai une prise de conscience, mais ça ne veut pas dire que je vais monter une boîte pour résoudre ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un moment un peu... Ouais, alors en fait, il y a quelques années, donc quand j'ai travaillé dans la mode, j'ai pris conscience effectivement de la pollution liée à cette industrie, donc qui est la deuxième, la plus polluante aujourd'hui. Il y a énormément de déchets, mais de plus en plus de textiles synthétiques. Et en fait, alors à l'origine, tout vient du cuir, parce que finalement, on ne sait pas trop, mais le cuir, c'est finalement le matériau aujourd'hui le plus polluant. Donc dans tous les matériaux. Et surtout, moi, j'avais une petite mouvance végane ou cruauté animale qui commençait à éclore dans ma tête. Et donc, je cherchais des alternatives. Donc, déjà, j'allais beaucoup dans les fripes pour chercher des matériaux qui existaient déjà. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert aussi les alternatives au cuir. Donc, il y a déjà presque 10 ans maintenant. Et en fait... où je veux en venir. Et en fait, en cherchant tout ça, je me suis rendu compte qu'effectivement, il manquait de marques qui proposaient des alternatives qui soient responsables, alternatives au cuir, avec une volonté de travailler de façon responsable. Donc, j'ai monté Poétique Paris dans cette ambiance-là, dans ce contexte-là. Et puis, en fait, en faisant ces vêtements-là, donc je sourçais mes matières premières auprès de fournisseurs qui existaient, donc des fabricants de textiles. Et par exemple, j'ai travaillé avec du cuir de pomme. Donc ça fait 10 ans que le cuir de pomme existe. Donc c'est à base de déchets de pommes, du cuir de raisin, du cuir d'ananas, le Pinatex. Et en fait, je me suis rendu compte que ces matériaux-là, finalement... ils avaient tous une pellicule de plastique pour les rendre tenables, pour les rendre durables dans le temps, pour pouvoir mettre aussi une empreinte, un grain, pour imiter le cuir. Et je me suis dit, mais remplacer le cuir par du plastique, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait pour la planète. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée de créer un matériau, mais déjà pour ma marque de mode. Voilà. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que c'était un business à part entier, qu'il y avait énormément de marques de luxe ou autres qui cherchaient aussi des matériaux plus durables, sans plastique. Et finalement, j'ai pivoté au bout de 3 ans. Finalement, j'ai fermé la marque de mode et je me suis vraiment consacrée aux matériaux, en me disant que c'était plus utile et voilà. Tu t'es recentré du coup sur l'impact que tu pouvais avoir, dans la mesure où, effectivement, en proposant le matériau directement à la base, tu peux aller targeter d'autres industries, en tout cas d'autres marques, et taper plus large et avoir un impact du coup un peu plus grand? Oui, déjà parce que moi, en faisant cette marque de mode, déjà j'étais frustrée de ne pas trouver ce matériau-là. Donc déjà, je trouvais que je n'allais pas au bout de mon idée, qui était de remplacer du cuir par quelque chose de végétal et pas végétal plus plastique, parce qu'à partir du moment où c'est mélangé, on ne peut plus recycler. Donc en fait, c'est un peu, pour moi, peut-être pas du greenwashing, parce que ces matériaux-là, fallait qu'ils existent, c'est quand même un premier pas, mais disons que pour moi, ça n'allait pas assez loin, c'est pas ce que j'avais envie de faire. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans les matériaux. Et en me lançant dans les matériaux, je me suis rendu compte que je répondais à effectivement un besoin qui n'était pas que le mien, mais celui d'autres marques de mode, mais pas que, comme je disais, l'automobile. Il y a énormément d'annonces aujourd'hui, Volvo, Volkswagen, Audi, Tesla, qui étaient les premiers, qui lancent des collections de voitures sans cuir. Donc il y a un vrai besoin aujourd'hui de trouver des matériaux pour remplacer le cuir qui soient durables. Mais je vais être honnête avec toi, moi je ne savais pas que le cuir polluait. Et en tout cas, je ne sais pas à quel niveau. C'est au niveau de la fabrication ou de l'exploitation ensuite Alors, il y a un vieux débat... Peut-être que je suis noob et que je découvre, mais c'est vrai que... Ouais, non, alors, il y a un vieux débat parce que l'idée, moi, quand j'ai monté Poétique, je me suis vite rendu compte qu'il y avait quand même le cuir VS, les alternatives au cuir, et une espèce de combat cuir VS, pas cuir. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans cette polémique-là parce que je pense que c'est pas constructif. Le cuir, de toute façon, effectivement, c'est issu de l'alimentaire, c'est ce que dit cette industrie. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le cuir, il est tanné. Donc, il y a tout un processus de tannage. C'est-à-dire qu'on ne prend pas les peaux de bête, on ne se les met pas sur le dos. On le fait plus, ça. Non, oui, effectivement. C'est pas plus mal. Oui, voilà. Donc, à un moment donné, on veut un grain, on veut que ça sente bon, on veut que ce soit portable, etc. Donc, effectivement, il y a tout un processus de tannage. Et c'est ce processus-là qui est ultra chimique et qui fait du mal à la planète et aussi aux hommes qui travaillent dans ces conditions-là. Parce que, alors,
c'est pas tout à fait vrai pour, par exemple, l'industrie du luxe qui, de plus en plus, met des tanneries en France. Mais les 3/4 des cuirs qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont tannés à l'autre bout du monde, dans des pays en voie de développement où les conditions de tannage sont déplorables. Et c'est un vrai désastre aussi pour les populations avoisinantes parce que le traitement de l'eau n'est pas fait. Voilà. Donc c'est vrai que le cuir, aujourd'hui, il y a une vraie volonté de trouver des alternatives, voilà, pour le rendre plus durable. Donc ça peut être travailler le cuir différemment, c'est une chose, mais aussi trouver des alternatives. Puis on sait qu'en plus, on va manger de moins en moins de viande, donc il y aura de moins en moins de peau, donc moins en moins de peau de qualité. Donc de toute façon, il faut trouver des solutions. Sur le développement de ce matériau-là, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as, en termes de très scientifique, très technique, et avec qui tu travailles là-dessus, qui du coup a cette expertise-là? Est-ce que tu as été chercher quelqu'un que tu connaissais déjà ou pas? Qui t'accompagne là-dessus? Alors, donc, toujours la même chose, tout vient, c'est marrant parce que Alternative Innovation, c'est un peu la suite de cette marque de mode quand même, où j'ai pris conscience de tout ça. Donc c'est quand même un processus qui date depuis maintenant plus de 7 ans. Et quand j'ai monté cette marque de mode, j'étais incubée à Station F, programme IFM, et j'ai rencontré pas mal de personnes, dont une personne, au fil des sauts de puce, qui m'a fait présenter AgroParisTech. Et AgroParisTech travaille avec un labo qui s'appelle l'URDABI à Reims. Et en fait, ce labo-là avait un brevet non exploité et qui pouvait répondre à mes besoins de créer un matériau durable pour remplacer le cuir. Donc on a travaillé comme ça 2 ans sur fonds propres. Et puis ensuite, quand on a validé le concept, AgroParisTech est rentré au capital, on a monté la société et puis l'aventure est partie à ce moment-là. Donc finalement, tout ça a été possible avec du réseau, des rencontres, voilà. Aujourd'hui, vous en êtes où là, en termes de développement? Si on peut essayer de mettre une phase... Oui, alors aujourd'hui, on a des échantillons qui sont valides. Aujourd'hui, donc, on a en fait un matériau qui est souple, qui est durable, sur lequel on peut jouer de la couleur, des grains. Donc on a validé le concept qu'on pouvait vraiment faire une alternative au cuir qui corresponde au cahier des charges des marchés. Et puis là, on travaille le scale-up. Donc comment on passe du labo finalement à l'industrialisation. Donc on a déjà des partenaires qui sont sélectionnés, on a déjà validé pas mal de choses. Et l'idée maintenant, c'est de mettre en place petit à petit et de monter en échelle pour finalement après vendre des lots complets à nos clients. Ok, c'est qui vos clients concrètement? C'est des grandes maisons, c'est des industriels, c'est quel type de clients? Alors dans un premier temps, effectivement, il faut savoir que quand on innove comme ça, on va chercher les services innovation. Donc les services innovation, c'est quand même souvent des grands groupes. Donc on commence toujours par les grands groupes. Nous, l'idée, c'est plutôt de commencer par le luxe aussi, parce que on fait un matériau vraiment haut de gamme, avec un choix de couleurs, on veut faire un choix de grains, donc voilà, donc on veut taper quand même plutôt dans le haut de gamme. Et ensuite, l'idée, c'est d'aller chercher après d'autres marchés, donc d'aller séduire des designers, les acheteurs, etc., pour vendre directement. Oui, parce que foncièrement, c'est pas forcément le luxe et l'industrie du luxe qui est forcément la plus impactante. C'est peut-être plus les prix qui sont tirés vers le bas avec des qualités vraiment médiocres, non? Ou c'est juste une vue de l'esprit et parfois le luxe fait aussi mal que d'autres? Non, après, je pense que le luxe, souvent on dit que tout vient du luxe, c'est-à-dire que le luxe a ce pouvoir en fait d'investir dans des innovations, de faire changer un peu les choses, et puis ensuite effectivement ça se démocratise, c'est souvent un peu ce qu'on dit, et c'est vrai que de mon histoire, c'est un peu ce qui se passe aussi. Mais l'idée, c'est quand même rester sur un produit haut de gamme, de qualité. L'idée, c'est pas d'aller taper justement dans quelque chose qui soit non durable, qui se casse au bout d'1 an. C'est pas l'idée, au contraire. C'est de se confronter aux caractéristiques du cuir ou des textiles enduits de qualité. D'accord. Aujourd'hui, en termes de stratégie, vous êtes structuré comment? Est-ce que toi, tu as cette casquette toujours de commercial, ou en tout cas, je sais pas comment tu te présentes, mais tu présentes ton projet à différents investisseurs, différents clients. Comment vous êtes structuré en interne? C'est intéressant de savoir par où tu es passé. Tu as fait des grands groupes, tu as fait des plus petites boîtes, tu as monté ta boîte, et là, tu es sur la deuxième. Comment vous êtes organisé? Alors, c'est-à-dire que sur cette société-là, je me suis entourée. Donc, j'ai d'abord créé un board. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à la création de la société,
J'ai fait ce qu'on appelle un peu du love money. Donc, des mentors ont été recrutés, parce que déjà, ils ont investi dans la société. Ça a permis de monter les premiers fonds. Et puis aussi, ils ont été sélectionnés justement sur leur temps et leurs compétences. Et donc, je me suis bien entourée. Donc, je suis partie déjà avec un board assez solide et des compétences dans le juridique, dans le luxe, justement, avec quelqu'un qui avait monté qui avait travaillé chez Hermès, une autre personne qui est née de l'automobile, pareil, avec un poste assez à haute responsabilité. Voilà, donc je me suis quand même bien entourée par rapport à mon business. Et puis, bien sûr, AgroParisTech faisait partie aussi de l'aventure. Donc, j'étais quand même jamais seule, quoi, avec ce côté-là. Et ensuite, j'ai recruté... donc, dans mon laboratoire, il y a un directeur R&D, donc il travaille à 50% sur le projet. Et j'ai recruté un ingénieur en polymère, qui aujourd'hui est directeur technique et qui fait le lien entre la R&D et les marchés. Voilà. Et moi, je m'occupe du reste, quoi. C'est-à-dire du commercial, mais pas que. Il y a tout à faire, la com, le market, également tout l'administratif, on l'oublie, mais c'est un gros sujet. Et bien sûr, le financement. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu es à l'aise avec le fait d'être justement porte-étendard de la boîte? Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est des choses qui t'ont demandé un peu de travail ou est-ce que tu étais à l'aise avec ça dès le départ? Alors, franchement, je me suis jamais vraiment posé la question. En fait, Alternative Innovation, c'est un peu mon bébé. Donc, franchement, je me suis pas posé la question. Ça me paraît logique. Après, forcément, on a envie tout le temps d'en parler. On a envie d'embarquer les gens avec nous. On a envie que ça fonctionne. Donc, voilà, c'est jamais un problème d'en parler. En fait, au contraire, d'ailleurs, je suis très contente là de pouvoir raconter ce que je suis en train de faire, de monter. Et j'espère que certaines personnes prendront conscience et apprendront des choses. J'aimerais que tu nous donnes ta définition de l'entrepreneuriat. Pour toi, ça veut dire quoi être entrepreneur? Déjà, dans le mot entrepreneur, il y a entreprendre. Donc, ça veut dire... pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... faut être humble. C'est-à-dire qu'on est... c'est marrant, j'ai une copine qui vient de monter... Bon, pardon, je fais un parallèle complètement rien à voir avec le business, mais j'ai une copine qui a monté un café. Et elles sont 2. Et son associée, elle se dit, moi, je suis directrice. Et l'autre lui dit, non, en fait, moi, je suis pas directrice. Moi, je fais le ménage, je lave les toilettes, je fais les cafés, je suis vendeuse, je gère les stocks, voilà, j'ouvre les portes. Donc, c'est ça, en fait. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça. Il n'y a pas de métier, en fait. On fait tout. Un peu tout dans son business. Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, je m'occupe de chercher des fonds, je m'occupe de ma compta, je m'occupe de trouver des locaux, je fais du management aussi parce que il faut gérer les équipes. Voilà. Et après, je peux aussi passer le balai dans le bureau, gérer le papier à la photocopieuse, faire des cafés, accueillir des clients, vendre, bien sûr. Enfin, il y a tout ça, quoi. Donc, en fait, le métier d'entreprendre, pour moi, c'est hyper vague, quoi. On fait tout, quoi. On est couteau suisse. L'idée, c'est de monter un projet et de se donner les moyens d'y arriver, quoi. Ok, cette capacité d'avoir plusieurs casquettes aussi, de les assumer, ouais. Et de pas se voir uniquement dans un seul rôle, et c'est d'avoir une vision sur tout. Est-ce que du coup c'est pas un peu énergivore? Est-ce que, je te pose la question, hein, mais je suis assez raccord avec toi sur le côté on touche à tout. Est-ce que ensuite, une fois que la boîte tourne, est-ce qu'il y a un côté il faut qu'on se focus sur des tâches? Est-ce que déléguer c'est facile? Souvent on nous dit que c'est le moment le plus compliqué de la boîte, c'est quand elle est structurée qu'il faut commencer à déléguer. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, alors après, effectivement, l'entrepreneuriat, c'est aussi ce que je disais au départ, c'est savoir s'entourer, savoir faire des bons recrutements et justement, oui, pouvoir déléguer certaines tâches pour aller plus vite, pour croître plus vite. Il y a aussi des gens qui ont moi, j'ai pas toutes les expertises, hein, donc à un moment donné, je suis bien obligée de recruter avec expertise. Je suis pas ingénieure, donc typiquement, j'aurais jamais pu développer mon matériau toute seule. Il me fallait une équipe d'ingénieurs. Donc oui, il faut savoir bien s'entourer, savoir déléguer. Savoir quand on ne sait pas faire, demander et effectivement, oui, recruter les bonnes personnes aux bonnes tâches. Donc effectivement, l'enjeu, c'est quand même de grandir intelligemment et de ne pas tout garder pour soi, parce que sinon on ne fait rien. Tout seul, on ne fait rien. De toute façon, on va nulle part. Donc voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose que tu regrettes dans la stratégie que tu as pu avoir, dans les moments forts ou un peu plus compliqués? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais, que tu n'as pas forcément... sur laquelle t'es pas ultra convaincu, ou je sais pas, tu vois, à un moment donné t'aurais fait un autre choix? Est-ce que tu penses à ça? Alors sincèrement, des regrets, non. Enfin, franchement, à la limite, le regret, c'est peut-être de jamais cette sensation de jamais faire assez. Voilà, je voudrais faire plus,
quand on est dans l'entrepreneuriat, certains matins, on se lève, on se demande pourquoi on est là quand même. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on souffre de monter cette boîte ? Parce qu'il y a c'est beaucoup de pression. Il y a des semaines où on n'a pas forcément des bonnes nouvelles. Quand on est dans le salariat, par exemple, c'est la société qui prend. Enfin, ça arrive de louper une affaire. Bon, c'est jamais agréable, mais c'est pas soi. Dans l'entrepreneuriat, il y a un petit côté, on le prend pour soi. Donc voilà, donc il y a des fois où parfois je me dis j'aurais pu faire plus, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais j'ai pas vraiment de regrets sur le chemin, quoi. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'essaie de faire au mieux, donc et j'apprends tous les jours et encore une fois, je me suis pas mal entourée, donc quand j'ai des problèmes, je vais demander ailleurs, je vais demander conseil. Bon, faut toujours trancher à un moment donné, c'est toujours l'entrepreneur qui tranche, mais voilà. Tu nous parles de l'entourage, c'est hyper important et ça revient assez régulièrement. Ça veut dire que ça touche tous les gens qui montent leur business. Est-ce que toi, tu as une rencontre qui soit a changé ta vision, ton état d'esprit ou qui t'a marqué particulièrement ? Je pense que la rencontre la plus importante, ça a été quand même AgroParisTech. Parce que tout est devenu possible grâce à cette rencontre. Donc, et quand je me suis retrouvée dans ce bureau... avec donc le directeur, la personne qui chapeaute AgroParisTech Innovation, que je lui ai exposé mon projet et lui m'a ramené, parce que notre biorésine à la base elle était très rigide, donc il m'a ramené des petits bâtonnets, il m'a dit notre brevet c'est ça, mais c'est peut-être faisable, et qu'on s'est tapé dans la main et qu'on s'est dit on va y aller. Franchement, je pensais pas qu'aujourd'hui j'en serais là. Je me disais mais comment c'est possible qu'un plastique aussi rigide devienne une alternative au cuir. Donc cette rencontre pour moi elle est assez magique et puis on s'est pas lâché et ils sont top, quoi. Enfin, j'avoue que c'est une belle rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui tu as le sentiment, et c'est une question que je pose souvent, de peut-être de passer à côté de quelque chose? Tu m'as dit que tu bossais beaucoup, qu'effectivement il y a de la pression et qu'il y a des fois on se demande pourquoi on fait ça. Et des fois, quand ça roule, tu te dis, mais c'est trop bien, c'est ultra valorisant. Donc effectivement, dans les côtés négatifs, quand tu prends ou que tu as quelque chose, c'est directement pour toi. Donc c'est dur. Et aussi le côté, quand ça roule, t'es content de toi aussi, parce que t'as mis l'énergie. Mais est-ce que parfois, t'as le sentiment de passer à côté d'un moment, passer à côté d'un temps je sais pas, est-ce que est-ce que ça te convient, le rythme de vie que t'as aujourd'hui ? Alors moi j'adore, mais c'est vrai que sincèrement on met beaucoup de paillettes dans l'entrepreneuriat. Il faut savoir qu'il y a énormément de sociétés qui se cassent la figure au bout de 2 ans. Très très peu finalement réussissent. Ça demande énormément d'endurance et de persévérance et de résilience, l'entrepreneuriat, c'est clair. Donc il ne faut pas lâcher à la première difficulté, etc. Donc c'est les montagnes russes, mais moi c'est ce que j'aime, c'est cette adrénaline-là, parce que les bons moments ils sont incroyables, bon les moments durs ils sont durs, mais c'est magique, quoi. Enfin, mais je pense qu'il faut aimer ça, c'est pas, tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, donc c'est pas un monde de paillettes, c'est sûr que l'entrepreneuriat c'est dur, quoi. Il y a des matins on se lève, sincèrement c'est dur. Il faut vraiment se motiver et on n'a pas de chef, quoi. Donc on est son propre chef, donc on est sa propre motivation. Donc pour rester motivé sur la durée, je pense qu'il faut aimer ça. Et après, sur la question de passer à côté de quelque chose, c'est vrai que ma vie privée, parfois, c'est un peu compliqué. Ma vie familiale, plutôt. J'ai une petite fille, donc effectivement, parfois, c'est un peu sport. Pour être à 18h à l'école, c'est un peu sport. Faut bosser le soir. Donc, voilà. Mais j'essaye de me dire que oui, même dans l'entrepreneuriat, faut se réserver des moments. C'est une organisation. Faut se réserver pour faire du sport, faut se réserver pour être avec sa famille, pour voir ses amis. Voilà. C'est un peu à chaque fois la même chose, il faut trouver à la fois le juste milieu. Ouais. Et tu m'as parlé aussi il faut aimer ça, il y a aussi toujours le côté passion, parce que le taf que ça va demander, il y aura toujours le côté il faut que ça plaise. Parce que le nombre d'heures qu'on va passer à bosser dessus, faut que ça plaise un minimum. Et ça oppose aussi 2 visions, une vision très il faut bosser comme des oufs, no pain no gain, et en même temps à côté mais entrepreneur c'est cool, t'es ton propre patron, tu prends des vacances quand tu veux, etc. Dans les 2 côtés il y a du vrai, dans les 2 côtés il y a du faux. Il y a du faux, ouais. Donc mais c'est intéressant de casser un peu ses croyances aussi, de dire que c'est pas que les paillettes. En même temps c'est hyper stimulant et c'est hyper intéressant pour s'élever en tant qu'homme avec un grand H, tu vois, en tant qu'être humain, et de sortir un peu de l'aliénation que parfois on peut avoir dans le travail. Et à l'inverse, effectivement c'est des sacrifices aussi, mais j'aime bien le côté le rappel que tu fais sur il faut aimer ça, quoi qu'il arrive, c'est une évidence. Il faut aimer ça. Et puis en plus, tu parles de vacances. Franchement, même quand je suis en vacances, j'y pense tout le temps. C'est comme si c'est une machine qui s'arrête jamais. En fait, l'entrepreneuriat, ça fait partie de sa vie. Faut le prendre comme ça. C'est pas un job de 8h à 18h. En fait, c'est non-stop,
tout le temps. Alors bien sûr, j'ai quand même des vacances, hein, je sors, je vois mes amis, enfin, j'ai quand même une vie, mais je veux dire, c'est tout le temps en fait là, quoi. Ça fait partie intrinsèque de soi, je pense, l'entrepreneuriat. Et effectivement, quand on switch après, qu'on passe, t'en parlais tout à l'heure, quand on fait un gap, peut-être que ça change. Je suis pas encore arrivée, donc peut-être que je reviendrai pour en parler. Mais moi, je suis encore dans la phase d'avant. Et finalement, le côté, ça s'arrête jamais. Je le vis, quoi. Mais personnellement, j'aime ça, donc ça va. Mais voilà. Et après, tu parlais de passion. Moi, j'ai une petite phrase que je me dis tous les matins, et qui me porte, c'est que de toute façon, ma phrase mentor, c'est tout est possible avec passion, travail et résilience. Et je pense que l'entrepreneuriat, c'est vraiment ça. Tu as résumé la croche de Charbon Podcast, donc ça c'est cool. Mais c'est un peu état d'esprit, c'est-à-dire que recentrer un peu ces sujets-là, effectivement la passion, le sens, pourquoi on le fait, l'énergie qu'il faut mettre, parce que c'est une typologie de métier, entre guillemets, ou en tout cas de temps donné où il faut un peu plus que la moyenne, c'est normal, et aussi le côté résilience où on peut pas forcément avoir le même style de vie qu'en salariat, etc. Et je trouve qu'il n'y a pas quelque chose qui vaut mieux que l'autre. Simplement, c'est comprendre qui on est, ce pourquoi on est fait. Et ta phrase au début de ta réponse, tu me disais sur l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. C'est intéressant. C'est-à-dire que c'est une vérité. Maintenant, il faut la valider, entre guillemets. On sait que c'est pas fait pour tout le monde, on le sait. Maintenant, c'est comment on arrive à savoir si c'est fait pour toi ou pas. Ah bah c'est simple, hein. Est-ce que moi, quand j'étais dans le salariat, je gagnais 10 fois plus. Mes vacances, c'était au soleil, aux Seychelles. Voilà, c'est fini, quoi. Donc, il y a aussi des sacrifices, en fait. Parce que souvent, l'entrepreneuriat, on pense que c'est un peu... peut-être pas tout le monde, mais je veux dire, souvent, on le glamourise, quoi, un peu, ce métier-là. Alors qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est des galères. Faut toujours chercher à faire moins cher. C'est de la débrouillardise. C'est ça, en fait. Hein. Et dans sa vie, c'est pareil, du coup. Alors, je veux dire, comment on se loge, quand on changeait d'appartement, faut quand même se faire des fiches de paie, donc faut se mettre dans le plan de financement. Enfin, moi, j'ai fait plein d'erreurs sur ma première structure, par exemple. Je me payais pas. Donc je comptais sur les autres. Et en fait, ça n'a pas marché. Donc la deuxième, je l'ai fait différemment, je me mets dans le plan de financement, je m'autorise à me payer, c'est tout un... Voilà, donc on grandit aussi avec l'entrepreneuriat, et finalement il n'y a pas d'échec, en fait, à chaque fois qu'on fait une erreur, on fait mieux la prochaine fois. Mais je pense que quand on a ça dans le sang, on n'arrive pas à arrêter, quoi. On mord là-dedans, quoi. Malgré tous les sacrifices, ça demande dans sa vie, quoi, parce que ça en demande. Oui, non, mais c'est bien de garder en tête le côté... Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que ça me va ? Est-ce que ça me va pas ? Et ça se trouve, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat, mais je suis peut-être plus fait pour l'intrapreneuriat où j'ai une structure avec du financement, et du coup je suis un peu plus sécure aussi, et du coup peut-être que je suis un peu plus fait pour ça. Et je trouve que c'est bien de souligner aussi le fait que il y a pas quelque chose qui vaut mieux que l'autre, et que le salariat ça peut être très bien, et que du coup t'as un état d'esprit différent et que t'as un style de vie différent et tu mènes ta vie. Ce qu'il faut simplement, c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et où est-ce que je trouve du sens. Et beaucoup trouvent du sens dans l'entrepreneuriat. Parfois, d'autres s'y perdent et lancent une boîte pour lancer une boîte, et qui, d'un point de vue très intrinsèque, ça ne fit pas. Bien sûr. Faut, je pense, et on y revient souvent à chaque fois, c'est de ne pas se mentir. Non, exactement, de ne pas se mentir. Et puis, c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est très large aussi. Par exemple, dans ma première structure, j'avais un e-commerce. C'était 100% digital, etc. Là, je suis dans l'innovation avec de la R&D. Donc, en fait, on monte pas l'entrepreneuriat de la même manière, et on le vit pas. Pour moi, c'est deux formes d'entrepreneuriat complètement différentes, par exemple, qu'avec deux boîtes différentes. Donc, oui, effectivement, oui. Est-ce que tu peux nous donner ta définition d'aller charbonner ? C'est le titre de nos podcasts. Il faut que je te pose la question. Pour toi, ça veut dire quoi, aller au charbon ? Déjà, il y a le sens travail derrière, forcément. Mais je pense qu'il y a la difficulté dans les charbonner, et il y a un peu se salir les mains. Quand je dis salir les mains, c'est pas forcément faire des choses illégales ou quoique je crois qu'il y a une définition où je peux peut-être me tromper, mais je crois que charbonner, il y avait une définition un peu illégale où c'était dans la drogue, non ? Oui, si, tout à fait. Oui, c'est pas l'angle qu'on veut prendre, mais oui, effectivement, il y a ça. Mais non, mais pour moi, il y a un côté, c'est vrai qu'il y a un côté se salir les mains. Au charbon, c'est oser, c'est pas avoir peur, quoi. C'est prendre des risques. Ça sera pas facile, mais on y va, quoi. Il y a un côté, et puis ne pas lâcher, quoi. Toujours aller au charbon. Il y a un côté. C'est sur la première ligne aussi. C'est-à-dire que souvent, dans le monde de la start-up, on a tous des titres, CEO, en anglais, founder.
Voilà, exactement. Alors qu'en fait, en fait, on est comme des soldats, on est en première ligne et on est avec notre petit bataillon et on va au charbon, quoi. On va chercher nos clients, on va chercher nos financements, on va chercher tout ça, quoi. Notre réseau, nos premiers collaborateurs, parfois un associé, on cherche un associé, etc. Mais je veux dire, voilà, on y va, quoi. Ouais, non, mais je trouve que la métaphore, elle peut être un peu pas forcément, enfin, elle peut être un peu consensuelle, mais elle est pas moins vraie, tu vois. Ouais, tu es avec tes troupes et t'es en première ligne avec. Et exactement. Ça fait on compare le leader et le patron, il y en a un qu'on voit et qui bosse pas, et le leader, il est avec ses équipes et il bosse autant que voire plus. Oui, on voit très bien les deux images opposées, mais il y a une part de vrai quand même dans tout ça. Le côté on est avec sur le terrain, et la vérité, c'est ça. Et les gens, ils sauront le voir, les gens vont voir le boulot qui est fait. Il y aura toujours première, deuxième année, on en a déjà parlé, qui est un peu compliqué et qui demande plus d'énergie qu'une fois que ça roule, mais c'est ça la vision. Et puis on est en fait en première ligne et derrière en fait il faut que les soldats y suivent, quoi. Et bien là c'est pareil en fait. Typiquement moi j'ai fait un premier recrutement, elle s'appelle Marine. Franchement j'ai eu vraiment de la chance parce que souvent on dit dans le monde de la start-up les recrutements c'est très très important, les premiers faut pas, entre guillemets, faut pas se louper. Bon après, et moi j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai quelqu'un d'ultra motivé, qui est passionné par le projet, qui a les mêmes valeurs, qui porte les mêmes valeurs que la société, mais en même temps faut aussi embarquer les gens dans son projet, et il faut que ça tienne sur la durée. Il y a les premières difficultés, et voilà. Donc quelque part charbonner c'est ça aussi, c'est montrer l'exemple en fait, montrer l'exemple. Et donner un sens aussi pour les autres qui vont rejoindre l'aventure. Marine, si tu nous écoutes ou si tu nous regardes, un petit big up pour toi aujourd'hui. Sur le côté vraiment développement aujourd'hui, par rapport à il y a 2 ans, 3 ans, est-ce que tu as le sentiment d'avoir évolué assez vite ? On sait souvent que l'entrepreneur, il a une volonté d'aller vite, et il a parfois une sorte de frustration. Tu vois, ça va pas assez vite, faut que je fasse tout moi-même, c'est trop lent. Et là, on est quand même sur des sujets qui demandent de la R&D, tu vois, avec un temps un peu plus long, une temporalité un peu plus longue. Est-ce que tu as le sentiment d'être à ta bonne vitesse ? Est-ce que ça crée un peu de frustration ou pas ? Ou est-ce que ça va ? Ah, ça crée beaucoup de tensions même, je dirais. Parfois, il y a des tensions entre le marché qui veut aller vite, qui doit aller vite, parce qu'on a des concurrents, on a des demandes, il faut y répondre, et voilà. Et la R&D et les labos qui demandent du temps de développement et qui disent mais nous on peut pas aller aussi vite, il y a des temps en fait pour faire les formulations, pour les tester, pour les caractériser, etc. Et en fait souvent il y a des frustrations des deux parce que nous on demande toujours plus, les labos disent nous on a besoin de plus de temps, il faut trouver la bonne vitesse où tout le monde est réuni et qui permet quand même d'accéder au marché assez rapidement, mais tout en faisant quand même une R&D de qualité. Et ça, c'est un vrai sujet quand on est dans l'innovation. Je pense que je dois pas être la seule à avoir eu des tensions comme ça, mais moi avec mon directeur R&D, on s'est souvent pris la tête gentiment, mais c'est quelqu'un effectivement qui est passionné lui par la qualité de la R&D qu'il va donner, et moi je suis passionnée par la qualité du produit que je vais vendre. Donc il faut qu'on arrive à se retrouver, même si tous les deux on veut de la qualité, il faut qu'on arrive à bosser à la même vitesse, et parfois ça crée des tensions, mais elles sont nécessaires et elles sont positives dans le sens où la R&D faut la booster quand même, et puis nous parfois faut savoir aussi ralentir pour mieux adresser son marché. Et comment justement tu gères ça, l'humain ? Tu m'as parlé des discussions beaucoup pour se mettre d'accord. Est-ce que ça fait pas partie des vrais sujets qui posent problème, en tout cas des vraies problématiques à prendre en compte une fois qu'on grandit ? Le recrutement, l'humain, comme tu as dit avec Marine, l'intégrer dans le processus de réflexion, parce que toi tu nous as dit au début, ouais j'y passe beaucoup de temps, c'est mon bébé. On comprend que tu puisses y passer 23 heures sur 24. Néanmoins, quand on a des salariés autres, il faut les impliquer. On sait qu'il n'y aura pas le même temps disponible, et c'est normal, c'est pas forcément leur projet, etc. Mais comment on arrive à bien les intégrer, à bien les amener, à bien gérer l'humain, et à considérer aussi que ils n'ont pas le même intérêt que nous on peut avoir, mais ils ont quand même un intérêt à bosser avec nous. Tu vois ce que je veux dire ? Comment tu arrives à les imbriquer sans pour autant leur dire faut que tu bosses autant que moi, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est demandé. Ouais, alors je n'irai pas jusqu'à il faut bosser comme moi, parce que je sais pas si je bosse bien en fait. C'est pas une histoire de quantité, c'est plus une histoire finalement de répondre à des objectifs et de qualité. Non, mais il peut y avoir une dissonance parfois, tu vois, entre la volonté de la personne qui est là en job et le fondateur ou la fondatrice qui est là, qui, tu vois, ça peut être... c'est là où j'ai fait un bon recrutement, c'est que j'ai pas
pas besoin de remettre en question ça. Marine, mais comme Antoine d'ailleurs, qui est aussi directeur R&D, mais qui est que 50% sur le projet parce qu'il bosse aussi sur d'autres projets R&D qui sont intéressants pour le projet. Enfin bref, il y a des ponts. Mais disons que tout ça est... Enfin, je veux dire, j'ai jamais eu besoin de dire à Marine, ah ouais, mais là, il faudrait bosser plus. Au contraire, quoi. C'est plutôt, prends-toi une pause. Du coup, elle a saisi le projet tout de suite, elle a compris vraiment le... Ouais, je pense qu'elle, vraiment, c'est un bon recrutement. Après, on est tous dans le même bateau, donc encore une fois, l'idée, je pense, c'est de jamais se mettre au-dessus et de motiver finalement. Ça, c'est intéressant parce que c'est le vrai problème, c'est le vrai sujet des entrepreneurs et des boîtes qui se structurent, c'est de se dire à la fois on est dans le même bateau et en même temps quand il y a un truc qui va pas très bien, c'est le boss qui prend ou la boss qui prend directement, tu vois, et en même temps la valeur elle est aussi énormément du côté des salariés. Bien sûr. Donc comment on remet ça aussi en avant et avec l'employé advocacy, enfin moi je trouve ça hyper intéressant le côté humain des boîtes qui parfois cartonnent, etc. Et on se doute pas que ça fourmille à l'intérieur et que des fois il y a aussi souvent des mauvaises surprises. Et c'est là où c'est intéressant de déconstruire tout ça. Ouais, là j'ai de la chance, mais par contre c'est vrai qu'avec Marine on se fait souvent des points café, et je lui demande ce qu'elle veut faire, ce sur quoi elle veut monter en compétences. Je pense que c'est aussi s'intéresser aux gens, c'est-à-dire que c'est pas que c'est un humain derrière, quoi, quand même. C'est pas, il y a pas que le projet c'est aussi des humains derrière, donc comment s'épanouir, qu'est-ce qui intéresse, comment elle voit son évolution dans la société, est-ce que ça l'intéresserait plus ci, faire plus ça. Et bien sûr, il y a les besoins de la boîte, donc après, il faut que ce soit en adéquation. Mais moi, si un jour Marine me dit, moi, finalement, la R&D, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de basculer dans le commercial, je dirais, OK, on se laisse 6 mois pour que tu puisses basculer, et puis pour faire un nouveau recrutement dans la R&D. Bien sûr, l'idée, c'est pas non plus de tout lâcher du jour au lendemain, mais voilà, l'idée, c'est aussi quand même d'accompagner les gens et de les faire grandir dans sa société, que tout le monde soit... Parce que, finalement, quelqu'un d'heureux, c'est quelqu'un qui va bien travailler, quoi, je pense. Donc, en tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà. J'ai une question autour de la vision et de l'entrepreneuriat au global, de ceux qui l'illustrent. Est-ce que toi, tu as eu un moment, quand tu t'es lancé dans la boîte, où tu as senti que le fait que tu sois pas un mec de 50 ans, ça a été limitant, tu vois? Je pose la question parce que souvent, c'est intéressant de voir le retour des gens qui sont à notre micro. Et des fois, on a des histoires qui sont totalement folles. Des fois, ça se passe bien, et tant mieux. Mais il y a des fois, on a des histoires qui sont absolument dingues. Est-ce que toi, à un moment donné, t'as ressenti ça? Est-ce qu'on te l'a fait comprendre? Alors, le sexisme, il est partout, même dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est pas nouveau. Oui, bien sûr que j'ai déjà eu des trucs un peu limites. Ce qu'on dit souvent, c'est des généralités, mais ce qu'on dit souvent, c'est que il y a des plafonds de verre de toute façon à faire sauter quand on est une entrepreneur. Mais souvent on dit que voilà, on lève moins, c'est moins facile de lever, et c'est une vérité en fait. Quand j'ai fait mon BP, souvent on me disait ça manque d'ambition par rapport à un BP masculin, des choses comme ça, quoi. Donc effectivement, ça existe. Alors est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? C'est vrai que quand j'ai levé des fonds, on est en train de lever également, mais c'est vrai que quand je pitch, il y a 90% d'hommes en fait en face de moi. Donc est-ce qu'on pitch de la même manière? Est-ce qu'un homme reçoit le projet de la même manière qu'une femme? C'est des vrais sujets. Maintenant, effectivement, il y a du sexisme, effectivement, il y a des verrous à faire sauter. Dans mon équipe, j'avais vraiment vu de la construire féminine aussi, prouver que dans l'industrie, dans la R&D, dans le polymère, dans la chimie verte, on y trouve des femmes, c'est important. Voilà, et puis j'ai une petite fille, donc j'ai aussi envie d'être un modèle pour elle, lui montrer que oui, on peut être une femme, monter une société, élever son enfant, voilà, lever des fonds, voilà, construire une société, y arriver, etc. Donc je sais pas pourquoi là, je me suis un petit peu emballée, mais non, mais c'est un sujet hyper intéressant. Enfin, vraiment, le féminisme dans l'entrepreneuriat, c'est un vrai sujet. Après, on dit que les choses changent. Bon. Moi, je ne les vois pas encore tout à fait changer. Non, mais ce que tu nous dis là participe à ça, et en tout cas, le fait que tu en témoignes et que tu racontes toi ton aventure, montre effectivement en termes de modèle que on peut y arriver, et que toi tu es l'exemple, et surtout pour Je sais pas si je vais y arriver, non, mais en tout cas, je suis là. Je ne sais pas si j'ai encore... Non, mais il y a pas de... Non, mais je pense que c'est intéressant de donner la parole et d'avoir un vrai retour, en fait. Et moi, la question que je te posais, elle était vraiment hyper sincère sur est-ce que oui tu l'as vécu, si oui à quel niveau, et maintenant comment on fait pour sortir de ça, tu vois. Et le côté je vais être un exemple pour ma fille,
C'est ce qu'un mec pourrait dire, tu vois, et ça poserait pas de problème. Et toi, tu l'as dit, mais pour moi, c'est la même chose. Il faut que ça roule dans le même niveau, tu vois. Ce qui est drôle, c'est que moi, j'en parle. Je fais le choix d'en parler. En fait, il y a beaucoup de... On peut dire aussi, justement, les hommes n'en parlent pas, donc pourquoi les femmes en parleraient ? Mais en fait, pourquoi les hommes ne parlent pas de leur vie familiale ? C'est hyper important dans l'entrepreneuriat, en fait. Ah bah oui. Voilà, donc à un moment donné, ça fait aussi partie des sujets, en fait. Le travail... Ah, bien sûr, au même titre que des enfants ont besoin d'une mère ou d'un père. Enfin, les deux sont concernés. Exactement. Et du coup, effectivement, c'est un point... mais je pense que c'est des questions qui vont arriver, des verrous qui vont un peu sauter aussi sur le côté, en fait... la vie perso, elle est importante, les gamins, ils sont importants, parce que c'est cool d'avoir des gamins et que tu vois pas grandir. C'est personne pour eux. Une fois qu'ils ont 18 ans, t'es personne pour eux, donc c'est quand même pas la finalité la plus sympa qui soit, donc... Non, c'est sûr. Donc je trouve que ton retour est hyper utile aussi, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Si tu avais des conseils, peut-être applicables, ou des choses très concrètes sur les rencontres, sur les manières de faire un modèle d'affaires ou de se positionner, quels conseils tu donnerais à ceux qui souhaitent se lancer, qui ont une idée de projet, qui bossent dessus ? Très concrètement, comment on fait pour s'engager ? Moi, je dis faut essayer. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, tant qu'on n'essaye pas, on sait pas si ça va nous plaire. On peut pas dire que j'aime pas la fraise si on l'a pas goûté. En gros, c'est ça. Donc l'entrepreneuriat, faut quand même essayer pour savoir si on est fait pour ça. Et puis après, si on sent vraiment qu'on a une appétence pour ça, c'est de rien lâcher. Vraiment, c'est de pas s'arrêter à la première difficulté. Faut vraiment tenir. Je pense qu'il y a cette notion vraiment de résilience, elle est très importante. Et puis de s'entourer, quoi, de jamais rester seul dans son coin. On a un problème, ça sert à rien de se prendre la tête toute la journée à essayer de résoudre son problème seul. Autant prendre son téléphone, appeler un mentor, savoir s'entourer de gens qui sont passés par là ou qui ont des compétences qui peuvent nous aider sur ce sujet-là et prendre des infos et savoir s'entourer, et toujours être à l'affût comme ça d'opportunités. C'est ce que je dirais, quoi. Ok, donc cette notion de marathon, un peu plus de course de fond, un peu moins de rapidité, de sprint, même si parfois il faut mettre des coups d'accélérateur, c'est un peu l'apanage de l'influenceur, de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 3 prochaines années ? Déjà une belle industrialisation, voilà, et puis beaucoup de clients. Écoute, la rentabilité, voilà. Si on a du prospect qui écoute ce podcast, évidemment, on va l'inviter à prendre contact avec toi. Mais en tout cas, le pitch était hyper intéressant et très complet. On a compris un peu plus, d'un point de vue pragmatique, ce que tu faisais, ce que tu proposais. Et ça permet de sortir un petit peu de ce côté en surface, tu vois, sur l'industrie du textile. On sait que ça pollue, mais quelle solution on a ? Je sais pas. Toi, t'en proposes une. Oui. C'est quand même intéressant. On arrive à la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions déjà. Compris. Avec plaisir. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je rappelle que la saison 4 de Charbon est toujours en partenariat avec French Tech Grand Paris et French Tech Est. Merci à eux de nous soutenir et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.